Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire ce soir sur une thématique un peu particulière et un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire au sein du laboratoire Cronceram. Autrement dit, une thématique sur la communication, en particulier la communication digitale sur les réseaux sociaux, ce que ça peut apporter à votre cabinet. Je suis Aurélie Marari, responsable marketing du laboratoire Cronceram, et ce soir, je serai accompagnée, c'est un webinaire 100% féminin ce soir, je serai accompagnée par Dr Inès Maïsel, qui est praticienne, qui est également Dr M sur les réseaux sociaux, à l'origine de la création de la VASN, qui se présentera également Camille Leland, praticienne et également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Les filles, je vais peut-être vous laisser ce soir vous présenter. Inès. Oui, bonsoir à tous. Merci en tout cas d'être là. Merci Aurélie pour l'organisation qui est toujours au top. Donc oui, je suis Inès Maisel, je suis chirurgien dentiste et je suis également cofondatrice de l'agence de veille et d'action sanitaire numérique, donc abrégée l'AVASN, qui est une agence en fait pour lutter contre la désinformation médicale qu'on trouve sur les réseaux sociaux et faire donc du coup de la sensibilisation et des projets autour de tout ça. Et Camille, du coup. Donc, bonsoir à tous. Merci à Cronceram, à toi Aurélie et à Inès d'avoir pensé à moi pour ce soir. Donc, je suis le docteur Camille Leland, j'exerce à Bordeaux. J'ai une activité omnipédopraticienne et voilà, je fais aussi des formations et c'est vrai que je me sers de pas mal de contenus de réseaux sociaux. On verra après desquels, mais voilà, pour un peu sensibiliser, formation, mes patients. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien, donc je vous partagerai un petit peu mon expérience tout à l'heure. Parfait. Alors en fait, le déroulé de notre soirée, pour vous expliquer un petit peu, ça va être un peu un déroulé en 3 temps. On va d'abord commencer par une petite partie où je vais présenter très brièvement le laboratoire, mais surtout faire un vrai focus sur ce qui a un peu bougé ces derniers temps en matière de communication, de droit, ce que vous avez le droit de faire, ne pas faire en termes de communication sur Internet, sur les réseaux sociaux. On fera après un focus avec Inès sur la partie plus focus réseaux sociaux. Là aussi, premièrement, comment ça fonctionne, ce que vous pouvez faire, l'intérêt des réseaux sociaux. Et on finira plus concrètement avec Camille sur justement son quotidien sur les réseaux sociaux, l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte à son activité et à son quotidien. Bien entendu, cette soirée, c'est une soirée en direct, c'est interactif, donc surtout n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On prendra du temps pendant cette heure pour y répondre. Donc, vous avez en bas de votre écran un petit icône discussion. Donc, vous pouvez nous laisser toutes vos questions et on se fera un plaisir en tout cas d'y répondre. Donc, on va commencer. Tout d'abord en vous présentant brièvement le laboratoire Cronceram. Donc le laboratoire Cronceram, en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un laboratoire qui est situé dans l'est de la France, plus exactement en Alsace. Le siège est à Aspach-Michelbach, donc c'est à proximité de Mulhouse. On a également une antenne qui est à Strasbourg, qui est un laboratoire de proximité, mais également un laboratoire en région parisienne qui nous permet de gérer toute notre gamme d'imports. Le laboratoire Cronceram, c'est un laboratoire qui va bientôt avoir 40 ans, qui est un laboratoire qui est à la pointe de la technologie, en particulier en CFAO, qui est couplé à un savoir-faire traditionnel, ce qui nous permet en fait de garantir au quotidien une qualité constante de nos travaux. Le laboratoire Cronceram, c'est un laboratoire aussi qui se veut vous proposer une offre complète. On aime dire le one-stop shop, c'est-à-dire qu'en travaillant avec Cronceram, on peut répondre à tous vos besoins en solutions prothétiques. Pourquoi? Parce qu'on a 2 gammes. Tout d'abord, une gamme qui s'appelle Innovation, qui est une gamme de prothèses 100% françaises, labellisée Origine France Garantie, qui est produit chez nous dans nos locaux à Aspach-Michelbach de A à Z, mais également une gamme d'import qui s'appelle Access, qui est une gamme qui est produite en Asie, à Hong Kong, avec un laboratoire qui est un laboratoire partenaire depuis plus de 15 ans, qui permet là aussi de garantir bien entendu une qualité constante pour un très bon rapport qualité-prix.
Le laboratoire, c'est aussi un laboratoire qui propose maintenant depuis bientôt 2 ans un pôle d'aligneurs avec une marque qui s'appelle Cheese, qui permet là aussi de proposer à vos patients des solutions d'alignement dentaire par gouttière transparente. Et on a bien entendu un pôle numérique en tant que laboratoire, un des laboratoires leaders du flux numérique. C'est important pour nous aussi de proposer à un praticien qui travaille avec nous une solution de caméra numérique. Et donc, nous sommes distributeurs des Medit i500 et i700. Donc voilà pour l'offre un petit peu de notre laboratoire. En termes de communication, et c'était pour ça qu'on a souhaité faire un peu ce webinaire ce soir, le laboratoire a décidé depuis maintenant plusieurs années de communiquer sur le digital et en particulier sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est important d'informer, d'échanger avec les praticiens, avec les patients, sur ce que c'est la prothèse dentaire, ce que c'est le métier de dentiste. On a très souvent des demandes à la fois de patients sur les différents types de céramique. On a très souvent également la demande de praticiens sur comment communiquer sur les réseaux sociaux, quels sont les trucs et astuces, comment on se lance. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce soir, ça pouvait être intéressant justement d'aborder ce sujet ensemble. Alors, comme vous le savez peut-être, un décret est sorti il y a maintenant quelques temps. Ce décret, il allège un peu les règles déontologiques en matière de communication pour les médecins globalement et plus particulièrement pour les dentistes. En gros, il se met en conformité avec la jurisprudence européenne. Pourquoi? Parce qu'historiquement, vous le savez, il était totalement impossible pour vous de communiquer, que ce soit bien entendu sur Internet, mais plus largement en général. Alors aujourd'hui, la loi s'assouplit. Alors on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. La médecine doit rester une pratique qui n'est pas une pratique commerciale, c'est très important. Et donc, il vous reste interdit de faire plusieurs choses. Bien entendu, il est totalement interdit d'adopter une attitude publicitaire. La dentisterie reste une profession médicale, donc bien entendu, on ne peut pas prendre cette posture de publicitaire. Il est également totalement interdit pour le moment de faire appel au témoignage de tiers. Par témoignage de tiers, on peut entendre bien sûr témoignages de patients, témoignages de confrères, mais aussi et surtout témoignages d'influenceurs. Et c'est très important quand on parle de communication sur les réseaux sociaux parce que très clairement aujourd'hui, l'influence, c'est un métier qui se démocratise de plus en plus et on peut avoir l'envie de faire appel à une personnalité pour parler de son cabinet, mais ça reste pour le moment strictement interdit. Et bien entendu, la publicité, la communication comparative reste aussi aujourd'hui une pratique interdite. Par contre, beaucoup de choses ont été assouplies. Aujourd'hui, on a le droit de communiquer, d'avoir un blog, d'avoir un site internet, d'avoir des réseaux sociaux. Et on peut donc communiquer sur ces outils, sur ses compétences, sur ses pratiques professionnelles. On peut présenter et parler de son parcours, de son cursus, des formations qu'on fait. On peut communiquer également sur ses compétences, ses pratiques au quotidien. Et on a également des obligations. Par exemple, lorsque vous avez un site internet aujourd'hui, normalement, vous seriez censé faire apparaître des mentions obligatoires telles que vos honoraires, tels que les modes de paiement qui sont acceptés. Bien entendu, vous devez respecter les règles de déontologie et de dignité de la profession, mais ça paraît tout à fait normal et bien entendu, in fine, être loyal et honnête. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, en tant que praticien, vous avez le droit de communiquer librement, mais dans un but qui est un but d'information pour que vos patients puissent faire librement leur choix et dans le but de les aider là aussi dans un choix éclairé. Voilà, ça c'était pour la partie un peu chapeau de généralité et je vais maintenant passer la parole à Inès qui va rentrer plus maintenant précisément sur la partie réseaux sociaux. Inès, je t'en prie. Alors, donc, on va passer directement dans le vif du sujet, puisque Aurélie, tu as très très bien introduit tout ce qu'il fallait sur déjà ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne un réseau social un peu plus en détail, puisque c'est des choses qu'on utilise tous au quotidien, on passe tous au moins par un des réseaux sociaux qui est proposé aujourd'hui. Donc, il faut comprendre voilà, son fonctionnement, son utilité et surtout ce que ça peut apporter dans notre pratique. Donc voilà, c'est parti.
Donc déjà, il faut savoir que réseau social, eh ben, ce n'est pas le bon terme. Le vrai terme qu'on devrait utiliser, normalement, c'est le média social. Par exemple, Facebook, Instagram, YouTube, ce sont des médias sociaux. Ce sont en fait les plateformes qui permettent de créer du réseau social entre les gens. Donc, par exemple, on a Facebook qui est un petit peu devenu le fourre-tout. Avant, Facebook, c'était juste un réseau entre amis. Maintenant, c'est devenu un peu les événements, les groupes pour vendre des objets à côté de chez nous. C'est un peu un bon coin en même temps qu'un truc événementiel. Enfin, voilà, on ne sait plus trop où ça va. YouTube, c'est tout simplement le réseau social de prédilection qui est pour les vidéos. Instagram, initialement, c'était le réseau social pour voir du contenu iconographique, des images, des dessins, des choses comme ça. Maintenant, c'est pareil, c'est devenu, ça appartient maintenant à Facebook, c'est quelque chose de plus gros. Et puis, on en a plein d'autres qui émergent, Twitter, TikTok, etc. Ils ont un peu tous leurs petites particularités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, on utilise quasiment tous un réseau social ou tous les réseaux sociaux, ça dépend, mais parce qu'on en a forcément un qui va correspondre à nos attentes et ce dont on a besoin. Et ça va être pareil pour nos cabinets aussi. Donc, en quelques chiffres, juste que vous puissiez mesurer un peu l'impact de ces mastodontes, Facebook, aujourd'hui, c'est plus de 2,7 milliards d'utilisateurs dans le monde. Ils ont un chiffre d'affaires mondial pour l'année 2020 qui est de 86 milliards de dollars. C'est un gros groupe, puisque je vous le disais, Instagram, ça a été racheté par Facebook il y a plusieurs années, WhatsApp, c'est Facebook aussi. Ce qui fait que voilà, c'est un petit peu tout ce gros réseau-là. Et il faut savoir que voilà, ce sont vraiment des mastodontes. YouTube, c'est 37% du trafic Internet. On a 80 000 vidéos qui sont visionnées toutes les secondes dans le monde. Et on a même 500 heures de vidéos qui sont chargées en ligne sur la plateforme toutes les minutes. YouTube, il faut savoir aussi du coup que ça appartient à Google. Donc forcément, ça a un impact sur nos vies, ça a un impact économique mondial et du coup, on s'en doute, ça aura un impact aussi au niveau de la santé. Donc forcément, ça apporte des plus. Ce sont quand même des outils qu'on utilise au quotidien sur nos smartphones, sur les ordinateurs, qui ont permis à de nouveaux métiers de voir le jour, comme celui d'influenceur dont parlait Aurélie tout à l'heure, dans différents domaines. On a des influenceurs dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine, on appelle ça du lifestyle, voilà, pour un peu plein de choses. Et puis du coup, la santé commence à se faire une petite place là-dedans aussi. Les réseaux sociaux, ce sont aussi des supports pour beaucoup de sociétés, pour complémenter ou développer leur activité, pour mettre en place du e-commerce, pour des stratégies de communication, etc. Et au niveau médical, ça permet du coup maintenant de communiquer autrement avec les patients. Au-delà de la communication classique qu'on a au cabinet, au-delà de petits flyers dans les salles d'attente, au-delà du site internet aussi finalement. Donc ça donne des liens qui sont vraiment différents avec les patients et qui permettent de les investir autrement dans les traitements. On maîtrise comme ça nos messages et du coup, c'est surtout ça qui est important, c'est qu'il y a toute notre profession, toute notre image qui est en train d'évoluer. Donc, on a plusieurs types de contenus de santé qu'on peut trouver déjà sur les réseaux sociaux. Là, je vous ai montré quelques exemples, mais vous en verrez tout plein tout à l'heure pour l'Instagram de Camille Lolland, par exemple, qui, elle, va vraiment axer son contenu d'Instagram sur sa vie au cabinet, en fait, pour montrer des cas, expliquer comment ça se passe des traitements, pour montrer comment se passe la vie avec là, par exemple, voilà, qu'est-ce que la pédodontie au cabinet. Donc, c'est un type de contenu qu'on peut trouver. Et puis, on peut avoir d'autres contenus, par exemple, vraiment axés uniquement vulgarisation médicale. Donc, moi, je me suis axée un peu plus là-dessus, dans la mesure où j'avais moins envie de montrer la vie au cabinet. Je voulais juste faire de la création de contenu pour donner de l'information aux patients. Et donc là, je vous ai mis un petit screenshot parce que c'est assez flagrant sur l'image de gauche ici. On a par exemple des outils qui sont mis à disposition sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de distinction qui sont faites, que vous soyez professionnel de santé ou non. Et il faut savoir qu'on a quand même des restrictions, Aurélie en parlait tout à l'heure. Par exemple, ici, promouvoir, ça veut dire qu'on peut payer l'application pour qu'elle mette plus en avant notre contenu, qu'on puisse toucher plus de personnes, qu'on puisse avoir plus de likes, etc. Ça, c'est des choses pour nous, c'est considéré comme de la publicité. On n'est pas censé avoir recours à ce genre d'outils, même s'ils sont mis à notre disposition. Donc forcément, ce sont des super outils qui apportent plein de choses, mais ils ont des limites et il faut savoir les cerner pour bien utiliser ces outils. Déjà forcément, Camille va en parler sûrement tout à l'heure, c'est très chronophage, créer, publier du contenu, suivre ce qui se passe, répondre aux personnes dans les commentaires.
C'est vraiment hyper chronophage et il faut maîtriser tout ça. On est tributaire de l'existence des plateformes. Si demain Instagram met la clé sous la porte, notre compte qui était dessus, il met la clé sous la porte aussi, hein, on ne pourra plus rien faire dessus. On est tributaire d'algorithmes. Alors, nous, à notre niveau, pour nos cabinets, ça ne va pas changer énormément, mais pour des personnes comme des influenceurs qui vivent de réseaux sociaux, ça joue énormément, puisque les algorithmes, vous le savez un petit peu, en fonction de ce que vous suivez sur les réseaux, de ce que vous regardez sur Internet, les algorithmes travaillent sur tout ça et ciblent votre profil pour vous donner du contenu que vous allez aimer forcément plus en avant. Et puis, on est tributaire de leur politique. Si du jour au lendemain, ils décident de vous forcer à vous abonner à un compte, je ne sais pas, hein, je dis une bêtise, mais ils vous forcent à vous abonner à des comptes pour rester sur Instagram, vous n'aurez pas le choix que de cliquer sur « j'accepte les conditions » et à continuer comme ça. Il y a aussi une autre petite limite, mais bon, elle est un petit peu plus minime, c'est que quand on crée du contenu, on a besoin d'applications pour créer ce contenu, donc pour mettre des photos en ligne, pour créer des petits articles, des choses comme ça, il faut des supports. Alors bon, Photoshop, ça c'est un gros qui ne change pas trop, mais on a des applications, par exemple sur mobile ou sur iPad, comme Canva, qui sont payantes, qui vous donnent accès à des petites choses pour faire un peu de contenu, mais très rapidement, moi ça m'est arrivé, ce qu'on utilisait c'est devenu payant, donc il faut payer pour continuer à utiliser la chose ou changer de stratégie, donc ça peut être un petit peu limitant. Ce qui est la grosse différence avec le site internet, puisque là, on gère tout beaucoup plus facilement. La grosse limite aussi des réseaux sociaux, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est tributaire en fait de la plateforme. Ce qui fait qu'on peut se donner un pseudo en disant je suis docteur, je ne sais pas quoi, et en fait je ne suis pas docteur. C'est des choses qui arrivent très fréquemment, plus fréquemment qu'on ne le pense. Faux médecin, faux pharmacien, c'est des choses que j'ai malheureusement déjà vu passer et dont on ne se doute pas toujours. Donc voilà, des choses qui après arrivent dans la presse, qui malheureusement font un peu défaut soit à nos professions, soit aux encadrements un peu de nos professions, puisque il y a des choses comme ça qui passent entre les mailles du filet, ça fait du tort aussi forcément à la plateforme. Il y a des usurpations, des arnaques, des gens qui vont usurper des identités, des gens qui vont mettre en place des faux concours avec personne qui gagne à la fin. Et puis, je l'ai cité aussi, mais toutes les astuces miracles qu'on trouve, les tutos, pour se blanchir les dents, celui-là, il est connu, mais voilà, on trouve des astuces pour faire un peu tout et n'importe quoi, et puis on n'a plus forcément de sécurité et d'encadrement là-dessus. Donc ça, c'est un peu la limite des réseaux. Donc, nous, au sein de la VASN, aux prémices de notre existence de la VASN, on avait fait une étude, il y a maintenant 3-4 ans, qui montrait justement, donc spécifiquement pour les vidéos sur YouTube qui traitent de dentisterie, qu'on avait 58% des vidéos qui étaient potentiellement dangereuses pour les internautes patients. Ces vidéos qui ont été évaluées, tout ensemble, ça représentait à peu près 160 millions de vues. C'était en 2018, donc forcément aujourd'hui, ça doit représenter encore plus. Sur toutes ces vidéos, il y en a seulement 4% qui présentaient un intérêt potentiel pour la santé des patients. Donc, bien sûr, je reprécise, on était uniquement sur YouTube, mais c'est que vous puissiez mesurer l'impact que tous ces réseaux ont. Et je pense du coup que c'est assez important que les professionnels de santé se saisissent un petit peu de la chose, puissent un peu plus communiquer sur les réseaux aussi pour qu'ils puissent apporter des outils aux patients et contrebalancer ces chiffres qui sont juste désastreux. Et donc là, je rejoins ce qu'Aurélie disait tout à l'heure, les limites qu'on a en tant que professionnels de santé, puisque l'encadrement, on le disait, il y a des choses un peu au niveau européen, tout ça, qui sont là, mais on n'a pas de texte précis, on n'a pas d'encadrement précis à propos de ce qu'on peut faire et ne pas faire sur les réseaux, ce qui fait qu'on voit des fois un peu de tout et n'importe quoi. Mais il faut savoir en tout cas qu'en tant que professionnel de santé, on ne peut pas faire de consultation comme ça sur les réseaux. Il faut savoir que si vous répondez à un commentaire, à un message privé, ça va engager votre responsabilité de chirurgien-dentiste. Quelqu'un peut se retourner contre vous pour un conseil que vous lui avez donné ou un pseudo-diagnostic. Donc ça, il faut faire vraiment très, très attention. Il y a vraiment un flou aussi justement sur la couverture juridique par rapport à ça, parce que si on se retourne contre nous en tant que chirurgien-dentiste, mais c'était sur les réseaux, notre assurance, elle nous couvre pas. Voilà, il y a vraiment des flous autour de cette situation qui sont un petit peu dommages. Pas de promotion payante, ça je l'ai dit tout à l'heure, forcément on ne peut pas promouvoir nos contenus puisque là c'est considéré comme de la publicité. Et puis c'est chronophage pour notre travail. On passe déjà beaucoup de temps au cabinet, beaucoup de temps en formation et puis un petit peu de vie à côté aussi. Donc forcément, quand est-ce qu'on place les réseaux sociaux? Donc je pense que Camille en parlera très très bien tout à l'heure. Est-ce qu'on le fait sur notre temps de travail? Est-ce que c'est l'assistante qui le fait? Est-ce qu'on embauche quelqu'un pour ça? Est-ce qu'on peut embaucher quelqu'un pour ça?
Donc la communication est tout à fait possible, mais elle doit être sans prise de position, elle doit être informative et il faut la gérer, il faut arriver à la gérer, surtout dans notre vie de contexte de cabinet. Voilà. Donc en conclusion, oui, bon, je reprends ce que j'ai dit en fait jusque-là, c'est que les réseaux sociaux, c'est des super outils. Clairement, ça peut apporter plein de choses aux patients, des liens beaucoup plus humains avec eux. Pour ma part, c'est vrai que j'envoie des fois, enfin, je donne des fois le lien de certaines vidéos à des patients qui sont en quête de questions sur certaines choses et ça ouvre des dialogues avec les patients, des questions. Ils nous voient en fait derrière un masque, ils voient la personne qu'on est et ils s'ouvrent beaucoup plus, le lien devient beaucoup plus humain, c'est très intéressant. Donc c'est vraiment un outil de santé publique, un outil de consommation, de communication pardon, qui est vraiment exceptionnel, mais il faut vraiment comprendre le fonctionnement, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de limites et je pense que c'est quelque chose de devenu indispensable aujourd'hui pour la profession, mais à voir comment ça peut s'intégrer une fois encore dans la vie du cabinet et dans l'encadrement légal. Voilà. Et du coup, je passe la parole à Camille. C'est tout bon, on arrive au bout. Et du coup, justement, Inès, en fait, globalement, aujourd'hui, ce qu'on voit émerger chez les dentistes, c'est deux types de communication. Soit des praticiens qui ont pris le parti pris de communiquer comme toi, justement pour expliquer votre métier, pour rendre accessible aux patients votre métier, l'expliquer, le rendre en fait lisible, j'ai envie de dire, ou d'autres de vos confrères qui ont plutôt pris le parti pris de communiquer plus, j'ai envie de dire, pour leurs confrères et qui prennent le parti pris de communiquer peut-être moins en se mettant à la hauteur des patients, mais plus pour partager entre confrères leur travail. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois un petit peu aujourd'hui la communication sur les réseaux sociaux, dans le dentaire en tout cas. Oui, en santé, en règle générale, en fait, on a un petit peu ces deux écoles. Ces deux écoles, ceux qui vont vraiment être dans on appelle ça la vulgarisation médicale, vulgarisation scientifique, parce que le médical n'était pas trop présent avant, mais la vulgarisation médicale et scientifique, oui, et puis ceux qui vont faire la vie du cabinet, après, indirectement, quand on a plus la vie du cabinet qui est mis en avant, vu qu'on a ces obligations, en fait, en termes de communication, indirectement, on va en faire aussi de la vulgarisation. On va expliquer des choses aux patients aussi, mais autrement. C'est des façons de faire différentes. Et du coup, Camille, au quotidien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de toi, ta perception des réseaux sociaux, comment tu y es arrivée justement? Oui, on ne faisait pas des petites... Il n'y a pas de questions là pour Inès? Non, c'est bon. Ok. Après, je regarde juste, moi, j'ai pas... Est-ce qu'on a eu des questions? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a pas de questions. N'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, à nous les poser au fur et à mesure de cette présentation. Bien sûr, on fera aussi un focus à la fin du webinaire, mais en cours de route, n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions. Tout était très clair avec Inès, donc c'est pour ça. Exactement. Alors, oui, justement, comme tu disais, Aurélie, effectivement, il y a peut-être plus deux écoles, et même Inès, dans le côté médical, où on est un peu plus, on partage soit la vie du cabinet et côté professionnel, soit un peu plus vulgarisation scientifique. Et en fait, moi, j'ai peut-être un compte un petit peu hybride, parce que j'ai le côté où en fait alors je me définis un peu comme omnipédopraticienne, parce que j'ai une activité d'omnipratique dans un gros cabinet. Vous voyez, on est une grosse équipe, on est plus de 10 dentistes, donc après toute l'équipe qui va autour, les assistantes, les secrétaires, les chargés de patientèle, on a aussi des chargés de communication qui s'occupent des réseaux sociaux du cabinet. Et j'ai le côté pédodontiste où en fait je me suis spécialisée un jour par semaine, donc forcément qui dit pédodontie dit prévention, et donc j'ai à cœur de donner un peu et de délivrer des messages de prévention, et le côté formatrice fait que voilà, donc j'ai un peu ce compte-là un peu hybride, et je vais vous montrer comment on utilise alors certains réseaux, parce que je ne les utilise pas tous, mais voilà, comment entre guillemets je les utilise. Donc tout d'abord, effectivement, pour présenter la vie du cabinet. Donc présenter le cabinet en lui-même, les locaux. Vous pouvez également présenter votre équipe, vos collègues. Nous, on est vraiment une équipe de plurispécialistes, parce qu'en fait, chacun a un peu sa spécialité. On a des implantologistes, on a
2 implantologistes, on a un paro, on a un ortho, on a un implanto, on a une pédo, moi qui suis pédo et omni. Voilà, donc on peut vraiment, ça c'est très intéressant de pouvoir s'adresser les patients au sein du cabinet. Et même pour les patients sur la communication, c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a plusieurs spécialistes au sein du même cabinet et on peut en fait, sur certains cas, on a aussi parfois on fait des réunions entre nous, on peut parler de certains cas de patients. Vous pouvez présenter un petit peu plus en détail votre équipe avec là par exemple les assistantes, mais aussi les secrétaires. Ça fait partie de vie de cabinet. On peut aussi partager, par exemple, on est parti en vacances, là c'est la reprise, on peut dire à nos patients qu'on est revenu. On peut partager le quotidien un peu du cabinet avec les soins dentaires, quels soins on va pratiquer. Par exemple, là il y avait un soin chez les adultes avec des aides optiques, mais on peut aussi partager la vie au niveau de la pédodontie ou des petits-enfants, quelles sont les positions par exemple qu'on peut adopter. Donc ça va aussi bien servir aux patients, mais aussi à nos confrères dentistes qui peuvent en fait prendre exemple sur peut-être tiens, ce calot il est sympa, ou cette position pour les enfants quand c'est compliqué sur les parents, ça peut être intéressant de l'adopter. Et juste en bas, vous pouvez voir, ça c'était avec le Covid, mais peut-être essayer de démocratiser un peu et d'enlever un peu le côté anxiogène de la visière pour les enfants, où on avait rajouté des petits filtres sur la vie du cabinet. Ça, c'est le côté formel, mais vous avez aussi la vie du cabinet un petit peu plus informelle, parce qu'il y a des moments dans la vie de l'année et des moments dans la vie du cabinet. Donc, il y a Noël, il y a Halloween aussi, où surtout le côté pédo, on se déguise. Il y a des repas aussi entre dentistes, des repas entre équipes. On peut très bien aussi annoncer sur les réseaux qu'on va partir en congé maternité, par exemple. Comme ça, les patients ils savent très bien que voilà, on est plus présent, etc. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant à partager. Déjà parce que je suis assez comme ça. Et je trouve que ça nous humanise un petit peu. Et comme Inès le disait, les patients, ils ont l'habitude de nous voir toujours avec un masque. Souvent, les dentistes, je pense que je ne suis pas la seule à qui on dit « Ah, j'aime pas le dentiste, je vous préviens. J'ai rien contre vous, mais je vous aime pas. » Donc voilà, c'est vraiment, on est une profession où on fait peur finalement. Donc là, de montrer qu'on est humain, qu'on est souriant, voilà, ça peut aider aussi à se un petit peu plus et à venir au cabinet de manière plus sereine. La vie du cabinet, ça peut aussi être, par exemple, le partage de cas cliniques, voilà, sur qu'est-ce qu'on est capable de faire au cabinet, quelles sont les techniques qu'on utilise. Donc, ça peut être sous forme de posts. Donc, ça, on verra effectivement, là, avec des posts comme ça, il faut avoir des appareils photo quand même assez spécialisés. Enfin, c'est pas avec un iPhone, mais on peut aussi faire des petites vidéos. Donc, ça, c'est plus avec l'Instagram du cabinet, où en fait, on fait des petites vidéos à viser des patients pour leur expliquer certaines techniques. Par exemple, l'orthodontie invisible. Aurélie en a parlé au début, voilà, c'est quelque chose qui maintenant fait partie de notre arsenal thérapeutique et qui est vraiment très intéressant à utiliser au quotidien, et donc savoir quelles sont les alternatives avec les bagues, etc. Donc c'est vraiment pour expliquer ça aux patients. Et une autre option qu'on peut avoir, c'est aussi par exemple, mon assistante est partie, j'ai dû en recruter une autre, et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu trouver une nouvelle assistante qui à ma pratique, voilà, que ça soit sur Instagram. Ensuite, c'est un peu comme ça que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez beaucoup, alors ça c'est plus sur Facebook pour le coup, autant là ce que j'ai présenté jusqu'à présent, ça peut vraiment se faire autant sur Instagram que sur Facebook. C'est vraiment Instagram et Facebook, les deux médias sociaux, excuse-moi Inès, que j'utilise le plus. Mais voilà, j'ai commencé par Facebook, et c'est vrai que ces groupes de professionnels, alors soit de formation, soit de professionnels tout court, où en fait, là, vous avez le groupe pédodontiste de France, donc ça, c'est mon côté un petit peu omnipédopraticienne, où en fait, si on a un problème avec un cas clinique, c'est vraiment des groupes qui sont réservés aux professionnels de santé. Alors, il y a parfois qu'est-ce que je veux dire, des commerciaux, mais au moins, on peut se partager des cas cliniques, avoir des astuces sur du matériel, et ça, c'est vraiment quelque chose où c'est hyper intéressant et on apprend beaucoup grâce à tous ces groupes un peu professionnels. Et en plus, on peut être au courant de différentes formations et encore pour se former.
Donc justement, ça c'est mon côté formatrice. C'est vrai que sur mes réseaux sociaux, je partage aussi tout le côté formation, quel type de formation on peut proposer, que ce soit des formations en présentiel, des formations en e-learning, des webinars, des formations qui ont eu lieu pendant le confinement, etc. Donc ça permet un petit peu de communiquer sur cette activité-là de ma pratique, parce que voilà, je suis au cabinet comme vous, mais j'ai ce côté aussi formatrice qui me tient à cœur pour justement partager ce que je peux savoir et aider en fait mes confrères à, par exemple, mieux prendre en charge les enfants, etc. C'est aussi intéressant, je trouve, de partager les formations qu'on fait, parce que ça, c'était les formations que je donnais, mais j'ai encore vous pouvez partager à patients et même à vos correspondants. Voilà, maintenant, je suis formée sur telle et telle technique, j'ai tel diplôme en plus. Voilà, je pense que c'est rassurant pour les patients de voir qu'on est en perpétuel, on est motivé pour toujours être au courant des dernières technologies. Voilà, pour leur confort, il y avait une formation d'hypnose, il y a une formation d'anesthésie ostéocentrale où, vous voyez, j'ai même moi essayé, donc forcément, les patients, on sait ce qu'ils ont vécu, donc on le fait après dans de meilleures conditions. Intéressant aussi pour moi de partager les congrès, parce que donc ça c'est pareil, c'est des rendez-vous scientifiques, que ce soit des congrès auxquels on assiste avec des équipes de recherche scientifique pour développer peut-être des produits, ou des congrès où on va intervenir pour parler de thématiques. Donc ça c'est soit à viser des patients, mais aussi à viser des praticiens pour leur faire connaître par exemple tel ou tel congrès qui sont peut-être personnels. Une autre chose que je partage sur mes réseaux sociaux, ce sont des articles. Donc ça peut être des articles scientifiques qui sont faits dans différentes revues. Voilà, j'en ai écrit un sur l'usure dentaire. Après, il y a pas mal de choses en pédodontie. Mais ça peut être aussi des articles un petit peu plus informels. Là, c'est un article que j'avais écrit avec Journal. Donc, il y a une marque de couches, enfin, peu importe. Mais c'est des choses un peu plus justement dans la vulgarisation scientifique cette fois-ci, ou des expériences personnelles, ou des choses que l'on souhaite partager, comme comment nettoyer les dents de ses enfants, etc. On peut également partager des webinars, donc pas forcément que l'on fait nous, mais que l'on trouve intéressants. Donc ça, c'est peut-être plus pour le côté confrère, pour savoir, là, par exemple, comment prendre en charge des patients, des patientes, parce que des patients, voilà, lors de leur grossesse. Ça peut être aussi des lives. Donc là, c'était avec il y a le mot du docteur, voilà, il y a aussi les mots de la bouche qui fait beaucoup de vulgarisation médicale et du coup qui fait des lives pour un peu découvrir la spécialité, les différentes spécialités qu'il peut y avoir en dentisterie. Donc là, avec la pédodontie. Et après, maintenant, il y a aussi des podcasts, voilà, pour découvrir un petit peu certains dentistes, savoir quels sont leurs parcours et comment ils évoluent. Donc ça, c'est des choses que l'on peut partager également. On peut partager ses engagements professionnels, donc peu importe le syndicat, mais être dans un syndicat pour faire avancer la profession dans le bon sens, voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire, il faut voter. On ne peut pas râler contre une convention ou contre des lois, des choses comme ça, si on ne se bouge pas un minimum. Donc voilà, après, peu importe le syndicat, comme je le dis, mais faire passer des messages et faire passer des envies de vote, ça je trouve que c'est intéressant aussi. Une communication un petit peu moins formelle que des engagements politiques, mais par exemple, quand on a repris après le Covid, c'était peut-être compliqué, c'était anxiogène, on avait des visières, des masques FFP2, il fallait des surblouses, et c'est vrai que déjà que ce n'est pas un métier qui est forcément attrayant pour les patients, c'est vrai que là, être calfeutré un petit peu de partout, et là c'est mon côté aussi un petit peu pédo, mais pas de couleur, du blanc, enfin je ne me voyais pas accueillir les patients en blanc avec une Charlotte en cosmonaute et qui ne me reconnaissent pas du tout. Donc c'est vrai que voilà, il y a eu des tenues un peu qui sont sorties avec des couleurs, voilà. Donc ça c'est quelque chose dont on peut communiquer aussi. Et je sais qu'il y en a pas mal qui à la suite ont dit c'est sympa, et qui sont allés chercher ces tenues un petit peu moins anxiogènes pour leurs patients et pour la vie du cabinet. Je communique aussi sur mes actions de prévention. Donc ça, c'est pas de la formation et c'est du bénévolat. Et voilà, qui me tient à cœur, donc ça peut être dans les crèches, dans les écoles, ça peut être de l'humanitaire, mais voilà, pour un peu développer ce côté
prévention, parce que pour moi, c'est l'avenir de la profession. En France, on en discutait tout à l'heure en off, mais il y a pas mal de pays qui sont bien en avance et sur la communication sur les réseaux et sur la prévention. En France, c'est très curatif. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important et que j'aime mettre en avant aussi. Ça permet de aussi parler d'associatif. Par exemple, je suis la marraine d'une association, enfin d'un courant d'association, parce que la marraine de l'association de Petit Cœur de Beurre, c'est Natacha Saint-Pierre, donc je n'ai pas cette prétention. Mais voilà, on a créé un groupe avec c'est pas un laboratoire, mais avec une société pour en fait faire le lien entre ces patients-là qui ont un problème cardiaque et qui doivent avoir un suivi dentaire beaucoup plus rigoureux. Donc voilà, c'est un peu pour sensibiliser et le grand public et dire si vous avez une pathologie cardiaque, il faut encore plus être rigoureux sur votre suivi et aider aussi les confrères à mieux les prendre en charge parce qu'il y a des antibioprophylaxies, des choses un petit peu à connaître quand c'est des patients qui ont des pathologies particulières. Toujours sur le côté associatif, donc ça peut permettre de demander des dons, de demander des levées de fonds, mais aussi de remercier les personnes qui nous ont aidés pour des projets d'association, des sociétés qui nous ont fait des dons. Parce que, par exemple, on devait faire des kits d'urgence pour les parents dont les enfants étaient hospitalisés en urgence et qui se retrouvaient, ils n'avaient pas de shampoing et le côté dentaire n'était pas forcément très présent. Donc voilà, il y a eu, et ça c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai contacté des sociétés comme ces sociétés de brosse à dents qui ont pu faire des dons pour créer ces kits-là. Et ça, c'est la dernière partie, celle qui me plus à c'est le côté formation aussi, parce que forcément, je prends des photos pas que pour les réseaux, donc c'est sûr que c'est très chronophage, mais voilà, c'est une façon d'utiliser mes photos, pas que pour les formations, mais aussi pour montrer à mes confrères et à mes patients et à mes amis aussi qui sont sur les réseaux, des actions de prévention, comme par exemple, là, on voit la béance chez ces enfants qui avaient des grosses tétines, donc on va les rééduquer en éducation fonctionnelle. On demande souvent avec quoi je peux brosser les dents de mon enfant, et c'est vrai que comme Inès le disait, on a beaucoup de questions, mais beaucoup de questions parfois même de nos amis, pas forcément des patients, de gens qu'on ne connaît pas. Donc le fait d'avoir un post qui récapitule et où on dit, vous pouvez brosser avec ça, voilà, ça peut être intéressant. Encore des choses de prévention donc ça c'est plus le côté allaitement, etc., ou alimentation nocturne, où il y a vraiment un manque de prévention et de connaissances en France. Et en fait, quand nous on arrive catastrophique. Donc, si la communication peut nous aider à intercepter certains comportements, ça peut être intéressant. Et voilà, et après, toujours sur le côté prévention, les caries interproximales, sensibiliser un petit peu sur des mesures d'hygiène qui sont très fréquemment faites à l'étranger, au Canada, États-Unis, mais en France, fil dentaire, c'est très compliqué à mettre vraiment, fil dentaire ou brossette ou même bain de bouche, voilà, c'est des choses où on n'est pas considéré les Français comme ayant une très bonne hygiène dentaire. Donc c'est quelque chose où il faut travailler là-dessus. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir, on dit. Donc ça, c'était pour le côté pédo, mais cas clinique aussi adulte. Donc ça peut aller de cas très simples comme un simple détartrage où on voit une grosse inflammation gingivale et la cicatrisation en 1 semaine. Ça peut être pour expliquer qu'est-ce que la motivation à faire des traitements esthétiques avec un mock-up, par exemple, ou tout simplement le remplacement de l'amalgame avec des préparations conservatrices. Et ça peut aller à des choses un petit peu plus complexes avec des systèmes d'aligneurs où en fait on va pouvoir dans les traitements esthétiques réharmoniser les espaces où là vous voyez que de part et d'autre des latérales on n'avait pas du tout les bons espaces, forcément c'était ça qui dérangeait la patiente, donc il y a eu un traitement d'aligneur au préalable qui a permis d'harmoniser les espaces et ensuite de pouvoir faire des facettes esthétiques. Donc là c'est pas les facettes définitives, c'était les provisoires donc avec le mock-up, mais voilà ça permet d'expliquer un petit peu aussi aux patients et pourquoi pas Là, c'est un peu double parce que ça explique aux patients, mais aussi aux praticiens qui ne sont peut-être pas au courant de cette technique-là ou qui veulent se former à pouvoir peut-être faire ces choses-là. Donc, vraiment, je m'en sers des réseaux sociaux pour, vous avez vu, beaucoup de choses. Et j'ai commencé, j'avais que Facebook. Ça prenait déjà, je trouvais, pas mal de temps. J'étais sur pas
pas mal de temps après et je mélangeais un peu tout. J'avais mon côté perso, côté pro, parce que justement, avec le côté des formations, je voulais continuer avec ce côté pro et je ne voulais pas le fermer. Et en fait, autant, c'est compliqué de mélanger les deux. Donc voilà, j'ai vraiment mis mon compte perso de côté et qui est privé. Et maintenant, j'ai mon compte pro qui est ouvert. Et c'est celui-là sur lequel je travaille le plus. Finalement, du coup, je passe moins de temps sur mon compte perso parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Voilà, et après, je suis aussi sur LinkedIn, mais je l'utilise quand même beaucoup moins. Je pense que le dentaire, ce n'est pas forcément une profession où on est beaucoup sur LinkedIn. Il y a certaines professions où c'est vraiment l'un des réseaux sociaux très, très important pour les recrutements, etc. Je pense que ce n'est pas encore quelque chose de très important au niveau du dentaire. Pour la création de contenu maintenant, donc Inès en parlait, mais vous avez vu, pour faire des montages, pour faire peut-être des avant-après, pour intégrer. Là, moi, j'ai un logo parce que forcément, quand on fait des photos, on peut toujours être amené à les retrouver ailleurs, peut-être sortis de leur contexte. Ou voilà, donc certes, si c'est toujours dans la même optique, ça va, mais voilà, j'ai pris le parti d'apposer un petit logo pour montrer que voilà, à la base, c'est mes photos. Et donc ça, il faut des applications particulières pour intégrer, en fait, ça s'appelle des templates. Vous avez voilà, différents logos en différentes couleurs et vous choisissez la taille et vous pouvez l'intégrer sur vos photos. Vous avez aussi des applications qui vous permettent, par exemple, de faire de séparer des photos en plusieurs petites photos pour pouvoir, quand vous défilez sur un compte Instagram, voilà, les avoir un peu plus gros si c'est des choses que vous voulez mettre en avant. Donc pareil, vous avez toujours la version gratuite et la version payante. Donc forcément, après, à vous de voir là où vous vous y retrouvez. Inès en va. Au moment, moi, je suis que à la version gratuite, mais effectivement, on est vite limité si on veut faire des choses un petit peu plus sympas par la suite. Donc ça, c'est vraiment quand c'est pas sur des cas cliniques ou sur des photos, mais qu'on veut, par exemple, là, je voulais partager l'article que j'avais fait avec cette marque ou quelque chose un petit peu plus... c'était avec une collègue, on avait écrit un article un petit peu sur l'allaitement et le risque carieux. Donc voilà, ça vous oblige à avoir des petites... maîtriser ces petites applications-là. Voilà, c'est quelque chose de... C'est assez... intuitif, je vais dire, et je suis loin d'être une grande fan de technologie, et mon chéri vous le confirmerez, l'informatique et moi, ça fait 15. Mais voilà, c'est des petites choses, honnêtement, c'est pas difficile à utiliser. Savoir quand même manier ça si vous voulez avoir un minimum de contenu sur vos comptes pro. Et après, avoir... donc effectivement, c'est très chronophage. Personnellement, au niveau de ma façon de faire, j'ai pas mal de temps pour aller au cabinet. Je suis dans Bordeaux Centre, j'y vais en tram parce qu'on ne peut pas se garer. Et donc, j'ai toujours un petit temps de trajet le matin et le soir. Et c'est vrai qu'en fait, je le consacrais à cette partie-là. Et je n'ai pas encore pris le pas d'anticiper. Je sais qu'on avait parlé de cette application, la Preview, où en fait on peut anticiper sur les différents sujets et programmer en fait des publications. Parce qu'après, alors je suis encore au stade où je suis assez j'allais dire, amateur dans la création de contenu. Voilà, je fais ça toute seule. Personne ne me donne vraiment de conseils, mis à part une fois que j'ai eu la VAS, où là j'ai changer des petites choses. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose où si vous voulez après que ça vous prenne moins de temps, vous pouvez peut-être passer parfois 1 heure à créer votre contenu de la semaine et en fait, il y aura des posts réguliers. Voilà, je sais qu'il y a des études qui ont été faites, il vaut mieux faire un post vers midi ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez aller beaucoup plus loin, et ça c'est pour ça que Aurélie aussi le disait, c'est vraiment un métier d'être influenceur, et il y a des choses à connaître, des algorithmes. Donc voilà, moi je fais encore ça de manière assez amateur. Au niveau des sujets, quels sont les sujets qu'on va développer? Donc ça, c'est vraiment en fonction de ma pratique, des choses qui me tiennent à cœur. Parfois, c'est comme Inès le dit, on a pas mal de questions, donc j'ai des demandes. En fait, est-ce que vous pourriez faire un post par rapport à ça? Après, ça peut être juste un cas clinique intéressant que j'ai eu au cabinet ou la vie du cabinet, vu qu'on partage la vie du cabinet. Voilà, des posts qui sont vraiment en fonction de ce qu'on vit au quotidien. Et après, pour déléguer, je n'ai pas encore sauté le pas non plus. Je veux maîtriser un petit peu justement ce qu'on dit, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes et de dentistes qui délèguent ça à leur assistante. Au cabinet, personnellement, on a c'est le compte Instagram du cabinet, donc ce n'est pas le mien, mais qui est géré par
une de nos de patientèle qui gère vraiment l'image aussi du cabinet en ce sens-là. Et pour l'évolution, vous avez vu au début, c'était assez un peu anarchique peut-être. Alors, ils appellent ça un feed au niveau d'Instagram. Donc, c'est le déroulé un petit peu de votre contenu. Avant, c'était un petit peu comme ça venait. Un coup, j'avais un cas clinique, un coup, j'avais une publication. Voilà, c'était comme ça. J'ai commencé comme ça. Maintenant, c'est vrai que j'essaie que ça soit peut-être un peu plus structuré. J'ai systématisé la taille de mon logo en bas. Que ça soit toujours les cas cliniques à un endroit. À chaque fois, il y a une petite banderole toutes les 3 ou 6 photos qui sont un peu plus importantes. Voilà, donc j'essaye de rendre ça un peu plus attractif et d'allier les différents côtés de mon exercice et de ma personnalité aussi, à savoir voilà, ma vie au cabinet, la vie des formations, la vie à l'extérieur, la vulgarisation un petit peu scientifique. Voilà, c'est très chronophage, mais après, je trouve que ça apporte énormément. Ça m'apporte du côté personnel parce que des gens ont fait des super rencontres sur les réseaux, dont Inès et d'autres personnes. Mais voilà, c'est toujours des échanges avec certains praticiens sur certaines techniques qui nous demandent. Et puis après, on apprend aussi le fait de partager. Et je trouve qu'on est toujours obligé de se renseigner. Justement, si on fait des petits articles, on est obligé d'être sûr de ce qu'on dit. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve enrichissant personnellement. Après, chacun son avis. Donc voilà, ça c'était un peu pour la présentation de mon exercice et de comment je fonctionne avec donc, principalement Facebook et Instagram et mon exercice au cabinet. Et donc je suis disponible pour répondre à des questions maintenant et pour échanger. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup pour ta présentation. Cet échange a suscité pas mal de questions. On a une première question justement sur les cas cliniques et les photos que tu prends. Toi aussi Inès, toutes les deux. On a une question où on demande est-ce que vous demandez le consentement de vos patients pour publier les photos? Alors elles sont très souvent anonymisées, mais quand bien même est-ce que vous demandez l'autorisation aux patients de publier ou avant de publier? Alors, en fait, nous, c'est dans notre questionnaire médical. À la fin de notre questionnaire médical, il y a une ligne sur... parce qu'en fait, je fais partie d'un cabinet où il y a beaucoup de photos et beaucoup d'esthétique. Donc, en fait, voilà, ça fait partie de notre questionnaire médical. Après, c'est vrai que quand je sais que c'est un cas clinique que je vais publier, j'en parle aussi aux patients. Et après, il y a des cas cliniques où on voit que les dents. Donc, le patient se reconnaît, mais après, pas forcément. Et c'est surtout quand il y a des enfants où là, par contre, je demande vraiment l'autorisation des parents parce que même si on ne peut jamais les reconnaître, parce qu'en plus, je leur mets des petites lunettes de soleil pour pas qu'ils soient par le... C'est important de vraiment demander effectivement l'autorisation avant de publier. Ouais. On a une autre... Toi aussi, Inès? Oui, pareil en fait. Je ne le fais pas forcément au moment du questionnaire médical, je le fais plus au coup par coup quand je suis amenée à prendre une photo. Déjà, je dis on va prendre une photo, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis j'explique à la personne pourquoi ça peut être fait. Et dans le consentement, c'est bien écrit que ça peut être à destination d'articles, de formations, de réseaux sociaux. Voilà. Et puis je leur donne toujours les liens aussi des réseaux sociaux. Comme ça, s'ils se voient, ils le savent. Et puis il y a une petite mention qui est mise à la fin aussi. Alors celle-là, je m'étais inspirée du consentement de la faculté de Strasbourg. De l'hôpital de Strasbourg plutôt, la petite mention comme quoi le patient a le droit de demander à ce que la photo soit retirée. Il y a un petit extrait de loi qui existe pour ça. Je pense que le sujet des photos, c'est un sujet qui est un vrai sujet. Parce que c'est vrai que dans votre quotidien, dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, on oublie des fois de prendre des photos. Et c'est vrai que nous, du côté laboratoire, très souvent, on demande tiens, est-ce qu'on peut voir le résultat en bouche ou est-ce que vous avez des photos? Et c'est vrai qu'on se rend compte que très souvent, les photos, hormis le contexte de publication et de réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et c'est une espèce de bonne pratique à absolument généraliser au cabinet. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit d'ailleurs en parlant de laboratoire, je m'étais dit, mais bon, forcément, c'est les aléas du direct, on zappe toujours des petits trucs. Ça me permet aussi, quand justement je montre des avant-après, de mettre en valeur le bon travail des laboratoires. En fait. Et en plus, s'ils ont des réseaux sociaux aussi, on peut les identifier, donc ils peuvent partager. Voilà, c'est vrai que soit on fait des photos, effectivement, pour leur dire, là, c'était top, surtout quand c'est des travaux un peu compliqués. On sait qu'ils ont mis de leur cœur, donc c'est toujours agréable qu'ils voient effectivement le résultat
le régime. Donc, c'est intéressant. Et en plus, alors pour revenir, ça c'est un peu à part, mais au niveau des photos, il y a aussi un aspect médico-légal qui est important. Voilà, c'est parfois des patients où ils oublient en fait dans quel état ils sont arrivés. Et en fait, après, ils vont, entre guillemets, chercher des noises. Ah non, mais là, c'est pas. Vous avez fait n'importe quoi. Oui, mais vous avez vu. Donc, ça, enfin voilà, empreinte optique ou photo, voilà, c'est des choses qui certes prennent du temps, mais en fait, il faudrait que ça soit en fait systématisé parce que niveau médico-légal, plus ça va, plus on a de patients qui vont porter plainte, des choses comme ça, qui sont procéduriers. Donc, ça peut nous couvrir aussi. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à quand même mettre en place, je trouve. On a une autre question justement qui est: bonsoir, à quelle fréquence communiquez-vous sur les réseaux sociaux et mettez-vous en place un planning éditorial? Alors, le planning éditorial, on en a parlé, mais la fréquence, à quelle fréquence vous communiquez aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Alors, en fait, ça va dépendre que je peux avoir de mon emploi du temps. Si je suis en déplacement, en formation, si j'ai beaucoup de choses à faire, ça sera peut-être plus difficile. Là, personnellement, ça va dépendre de mon état aussi, parce que ceux qui me suivent, ils ont vu que pendant 2 mois, je n'ai publié absolument rien du tout, parce que voilà, j'attends actuellement mon 2e enfant et j'ai été très malade. Donc forcément, ce n'était pas quelque chose qui était la priorité, hein, les réseaux sociaux. Donc voilà, ça va dépendre. J'essaye de faire, vu que c'est toujours par 3, avant de m'arrêter un petit peu, mais de faire en fait 3 publications dans la semaine. Voilà, un cas clinique et 2 publications annexes. Voilà, je trouve que 3, c'est pas mal. Ça sert à rien de publier trop, en fait, on a vu, parce que les gens ont pas le temps de voir le post. Donc là, c'est plus le côté algorithme, etc. Mais voilà, en général, je fais 3 publications, j'essaye dans la semaine. Et Inès, chez toi? Ça dépend, vu que moi, c'est un peu moins sur la vie du cabinet, ça demande quand même pas mal de travail sur la conception. Des choses, il y a beaucoup de recherches et de choses dans le genre et de dessins aussi, de trucs comme ça. Et ça prend un peu plus de temps en général, mais après, j'essaye de faire comme Camille. Normalement, 3 par semaine, c'est bien. Faut voir aussi ce qu'on cherche parce que forcément, un influenceur lambda qui va chercher du like, du nombre d'abonnés, etc., il faut que la fréquence elle soit au minimum de 3 par semaine. Et plus tout ce qui va avec, les stories, les machins. Donc, là, je parle d'Instagram exclusivement, oui, pardon. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de publications pour que l'algorithme vous mette en avant aussi. Maintenant, pour la profession, c'est clairement pas le but. On est là pour... c'est un peu une extension de notre site internet, finalement, les réseaux sociaux aujourd'hui pour nous, Facebook et Instagram, essentiellement. Et on n'est pas obligé d'avoir une fréquence, je pense, quand c'est pour communiquer de cette façon sur la vie du cabinet. On poste quand on a quelque chose de qualitatif, quand on a quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas sûre qu'une fréquence soit forcément indispensable. Puis là, maintenant, je suis en plus bloquée. Je veux toujours mettre un cas clinique et 2 autres photos après. Parfois, si je n'ai pas de cas clinique ou que j'en ai pas monté, j'aurais pu mettre des photos en fait, de la vie du cabinet. Mais non, je veux, pour que ça soit joli et que ça soit un petit peu assez cohérent dans l'ensemble. Donc voilà, parfois, il faut que et ça prend plus de temps forcément de faire des cas cliniques qu'effectivement montrer la vie du cabinet ou remercier pour une action. Donc voilà, j'ai souvent un post qui me prend du temps et après les 2 autres où c'est un petit peu plus facile. Parce qu'après, voilà, ça prend du temps et c'est pas notre activité principale. Voilà, ça nous apporte beaucoup de choses, mais on est quand même au cabinet, on a en plus, voilà, une vie de famille aussi à côté, des choses à faire. Donc il ne faut pas que ça devienne après. Il y en a qui sont très très présents. Voilà, moi je veux pas que ça empiète trop non plus sur ma vie personnelle. Très souvent, justement, sur la fréquence qu'on constate quand on fait un peu de veille, qu'on regarde comment les praticiens communiquent sur les réseaux sociaux, on se rend compte que la fréquence est très souvent en story. Donc, c'est ces petites pastilles vidéos, photos très temporaires qui ont une durée de vie très courte dans le temps, quelques heures à peine. Et on se rend compte que, par contre, les posts... comme tu disais, Camille, avant de feed, notamment sur Instagram, il y a moins de posts parce que c'est des posts plus travaillés, parce que, comme tu le disais, c'est des cas cliniques. Donc voilà, il y a aussi une différence de fréquence selon le type de publication qu'on va faire, je pense, dans votre quotidien. Les posts, ça reste, comme tu disais, les stories, Exactement. Ça peut être juste des choses du moment. Voilà. Et on a une autre question où on nous demande, est-ce que vous différenciez le contenu selon le type de réseau? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le même contenu sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou est-ce que vous différenciez vraiment votre contenu? Alors, pas vraiment. Donc, sur LinkedIn, déjà, je ne mets rien, honnêtement.
j'avais créé mon profil, je passe déjà, je pense, assez de temps sur Facebook et sur Instagram. Donc, pour le moment, je ne vais pas sur LinkedIn. Mais sinon, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que je le fais sur Instagram. Et maintenant, il y a des applications. Il y a juste un petit endroit à cocher. Et en fait, elle partage automatiquement sur Facebook. Automatiquement. Donc, après, c'est juste... Voilà, je le retravaille un petit peu sur Facebook parce qu'on ne peut pas identifier les personnes de la même façon. Et même parfois, les photos, finalement, je les change parce que Instagram, c'est carré et Facebook, du coup, c'est différent. Et puis, donc, parfois, on peut mettre différentes photos. Mais globalement, c'est les mêmes choses. Et après, il y a des choses que je vais peut-être plus partager sur Facebook et certaines plus sur Instagram. Voilà, il y a des choses que je vais mettre que sur Instagram et d'autres que je vais mettre que sur Facebook. Donc ça, c'est comme on a vu, il y a des groupes peut-être professionnels où on pose des questions. Ça va être que sur Facebook et des choses un petit peu plus sur des cas cliniques. Voilà, je pense que mon Facebook est un peu moins d'amis, c'est un peu mélangé. Et du coup, je ne vais pas mettre autant de cas cliniques et autant de choses sur Facebook que j'en mets sur Instagram. Ouais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, Facebook et Instagram, ils sont reliés ensemble. Donc forcément, optimiser le contenu pour l'un et l'autre, c'est plus facile. Si maintenant, il y a des personnes qui veulent communiquer autrement sur du YouTube, sur TikTok, je ne suis pas sûre que ça soit très avantageux pour un cabinet, mais bon, sait-on jamais qu'on veut faire du petit conseil ou des choses comme ça. Et là, clairement, c'est du contenu complètement différent à retravailler d'une toute autre façon, quoi. Donc, beaucoup de travail aussi. Je pense que si on veut faire quelque chose pour la vie du cabinet, en tout cas, il vaut mieux bien cibler et pouvoir optimiser les contenus pour différentes plateformes d'un coup, parce que sinon, c'est déjà chronophage comme ça pour une plateforme. C'est compliqué si on en fait plusieurs, quoi. Après, ce qui est sûr, c'est que sur Facebook, j'ai pas de patients. Enfin, c'est vraiment à la base, je l'ai depuis 15 ans, mon Facebook, je pense, comme beaucoup. Donc voilà, c'était très ami. Ça grossit toutes les formations et les rencontres en fait professionnelles qu'on peut avoir. Sur Instagram, j'ai quand même plus de patients et c'est que du pro, surtout mon Instagram pro. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus à viser parfois de patients que je ne vais pas forcément mettre sur Facebook. Et on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que même si c'est pour de la vulgarisation scientifique, si c'est pour nos collègues, finalement, il y a aussi des patients qui viennent nous voir parce qu'ils ont vu le contenu sur les réseaux, vu que c'est ouvert. Il y a des gens qui se connectent et qui cherchent maintenant si est-ce que mon dentiste est sur les réseaux. Et c'est vrai que finalement, ça évite que des gens viennent vous voir, vous leur proposiez peut-être des choses où ils sont pas du tout enclins à faire de l'esthétique ou des traitements paraligneurs. Enfin voilà, c'est un peu, je veux juste réparer ma dent devant et m'embêtez pas. Donc ils sont pas forcément enclins à avoir un plan de traitement global ou d'être du côté très préventif pour les enfants. Enfin, ils vont pas comprendre qu'on va faire de la fluoration, des choses comme ça. Et le fait qu'ils voient déjà ça sur les réseaux, finalement, c'est des patients, vous avez déjà gagné leur confiance et ils ont peut-être déjà accepté vos plans de traitement. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, j'ai une petite patiente qui n'arrive pas à trouver de dentiste chez elle parce qu'elle avait des caries et elle a vu un post où j'avais montré des caries dues à l'allaitement. Et la maman, en fait, a fait le déplacement de Metz pour venir à Bordeaux pour me l'amener parce que justement, elle n'avait pas trouvé de réponse vers chez elle. Donc, c'est vraiment, je pense, un moyen de communication et de prévention. Je pense que là, autour, maintenant, elle sait que pour son futur enfant, il y aura des choses à mettre en place, même s'il y a un allaitement, voilà, mais des mesures d'hygiène alimentaire et bucco-dentaire en dehors. Donc, c'est vraiment un bon outil. Et comme disait Inès, c'est bien que ce soit des vrais dentistes qui s'en emparent et que ça ne soit pas le remède de grand-mère avec du bicarbonate, du citron pour éclaircir les dents et qu'on parle vraiment des vrais produits, pas qu'on aille dans des centres de beauté faire des éclaircissements. C'est quelque chose qui tient à cœur et même si c'est chronophage, je trouve que c'est vraiment intéressant et un peu indispensable de nos jours, c'est la communication et les réseaux. Voilà, tout le monde y passe du temps et si on peut mettre à profit pour délivrer des bons messages, je trouve ça très intéressant. On a une dernière question, il est 59. Quelle est votre position à toutes les deux concernant la diffusion sur vos médias sociaux de marques commerciales, type par exemple laboratoire pharmaceutique? Je réponds en première. Alors, moi, je n'ai pas forcément de position, c'est-à-dire que de toute manière, quand j'ai commencé un petit peu sur les réseaux, je sais c'était un peu naïvement, je disais, là, j'ai utilisé tel produit, et en fait, je me suis vite fait, en message privé, dire que non, il ne faut pas, voilà, et comme le disait Aurélie, en fait, il n'y a pas de publicité.
si vous voulez en fait, citer une marque, vous montrer citer plusieurs. On ne peut pas citer vraiment qu'une marque. Donc voilà, c'est quelque chose, même si avec les formations, je travaille avec un produit ou plutôt qu'un tel, dans mes publications, il n'y a jamais de marque. Parce que ce n'est pas le but en fait, c'est pas le but de mettre en avant forcément une marque, c'est plus de mettre en avant une technique et de la faire connaître aux patients, de la faire connaître aux praticiens. Et après, il y a plein de produits qui sont très bien sur le marché, plein de marques différentes. Donc après, c'est à chacun de faire ses choix. Mais voilà, je ne veux pas être associée forcément à une marque en particulier. Puis de toute manière, on n'a pas le droit. Je te rejoins complètement. En fait, le truc, c'est qu'on est praticien et c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, par rapport aux consultations. En fait, notre code de déontologie qu'on a en tant que praticien, il s'applique pour nous tout le temps. Donc, ce n'est pas juste au cabinet, c'est sur les réseaux sociaux aussi. Donc, on n'est pas censé mettre en avant une marque, donc on ne peut pas le faire. Et puis, si on veut parler d'un produit, et c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas toi Camille, mais nous, la question, elle revient tout le temps. J'ai tout le temps dans les messages privés, qu'est-ce que vous me conseillez comme dentifrice? Donc, moi, je réponds systématiquement aux gens que déjà, c'est à voir plutôt avec son praticien en fonction des besoins et que je suis soumise à un code de déontologie qui fait que je ne peux pas répondre à cette question. C'est toujours compliqué. Et puis, en présenter plusieurs, il ne faut pas perdre les gens, il faut rester cohérent. Ce n'est pas évident, il faut vraiment trouver la bonne position dans ça. Mais en tout cas, oui, on ne peut pas mettre en avant un produit comme ça. Le placement de produit, entre guillemets, non, ça ne va pas avec notre code de déontologie. Non, après, la seule chose où j'ai plus ou moins placé des produits, c'était les calots. Mais pour moi, ce n'est pas dans mon domaine de... C'est pas du dentaire pur, en fait. C'est vraiment, c'est de l'accessoire. Voilà, c'était... quelqu'un que je connaissais, bon, c'était mettre en avant un petit peu ces choses-là que je trouvais sympa. Mais sinon, même au niveau des marques, en fait, soignant avant, du coup, c'est même si on met en avant une technique, en fait, c'est plus pour faire connaître la technique qui sont des techniques de dentisterie micro-invasives, enfin, voilà, où on est très conservateur. Mais après, il y a plein de, voilà, comme je disais, de choses qui sont très bien sur le marché. Et en fait, c'est juste que quand on est habitué à travailler avec une technique et on est formateur pour cette technique-là, forcément, voilà, on la maîtrise plus. Mais je suis persuadée qu'il y a plein de choses bien. Donc, je ne vois pas pourquoi on prendrait position. Et ce n'est pas notre but. On est soignant et ce n'est pas le... Oui, c'est ça. En tout cas, merci à toutes les deux vraiment pour votre intervention ce soir, pour vos présentations. Merci d'avoir partagé avec nous un peu votre quotidien. Globalement, aujourd'hui, si on doit un petit peu résumer et si on doit donner un peu un conseil à un praticien qui souhaite se lancer sur ces réseaux sociaux, je pense qu'il faut d'abord réfléchir à sa cible, qui veut toucher justement, à qui il a envie de parler, qu'est-ce qu'il a envie de partager aussi de son quotidien. Je pense que ça peut être intéressant aussi justement qu'il se pose la question aussi de ce qu'on appelait justement son feed, quelle est sa charte graphique, qu'est-ce qu'il a envie de faire passer comme message sur son quotidien. Moi, je ne peux personnellement que lui conseiller d'anticiper justement ses publications pour que ce soit le moins chronophage possible, de travailler avec un planning édito, quitte même derrière à le sous-traiter après pour les publications à une assistante pour que ça lui prenne le moins de temps possible. Et voilà, et aujourd'hui, je pense que l'utilité, et vous êtes d'accord avec moi, des réseaux sociaux n'est plus à prouver. C'est un vrai outil pour, premièrement, faire parler de votre cabinet, de votre profession, de vos spécialités, pour que les patients qui viennent chez vous viennent tout de suite pour la bonne raison. Et puis, au final, c'est un gain de temps au fauteuil parce qu'un patient qui va arriver informé, c'est un patient avec qui vous passerez moins de temps et qui saura tout de suite ce qu'il veut et qui sera plus ouvert, je pense, à la discussion. Voilà. En tout cas, vraiment, je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce webinaire sera disponible, bien entendu, en replay. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée.